semaines après la pétition lancée par des étudiantes pour plus de sécurité au hangar à bananes à Nantes, des améliorations ont été annoncées par la municipalité. Jean-Michel Naga a rencontré le patron de la police départementale. Il confirme une hausse des incivilités sur ce secteur. Que fait la police pour la sécurité aux abords du hangar à bananes? Les auteurs de cette pétition posaient cette question à notre micro la semaine dernière. La police est au courant de ce nombre d'agressions croissant, mais pourtant on ne voit jamais aucune présence. Message reçu 5 sur 5 au commissariat Waldeck-Rousseau. Face à ces critiques, le chef départemental de la police tenait à réagir, chiffre à l'appui. On est présent. La preuve en est, c'est que les interpellations qu'on a réalisées sur le secteur du hangar à bananes sont en augmentation. Donc si on n'était pas présent, il n'y aurait pas d'interpellation et encore moins de hausse de ces interpellations. Et ces statistiques sont sans appel. Sur les 10 premiers mois de l'année, les infractions constatées aux abords du hangar à bananes ont augmenté de 10% par rapport à la même période l'an dernier. Et les interpellations aussi. Les mineurs et les personnes de nationalité étrangère sont beaucoup plus souvent mises en cause. Pour des vols à la tire, des vols à la roulotte sur les parkings, des utilisations frauduleuses de cartes bancaires et des actes de violence. Les atteintes aux personnes augmentent de 6%. Donc on est sur une augmentation qui est relativement faible, puisqu'on est sur un volume qui n'est pas énorme. Et à l'intérieur, ce qui augmente, c'est les violences gratuites et pas les violences crapuleuses. C'est-à-dire pas les violences pour s'approprier quelque chose, quoi. Une violence accentuée par l'hyperalcoolisation des consommateurs, jeunes et moins jeunes. Comme les auteurs de la pétition, le patron de la police départementale préconise un meilleur éclairage et le développement de la vidéosurveillance sur cette pointe ouest de l'île de Nantes. Élèves cherchent prof. L'enseignement catholique recrute. Le diocèse recherche des professeurs suppléants dans tout le département. Ce mardi, une réunion d'information a fait le plein. Julien Herpin. Il y a un poste à enseigner pour demain en technologie. Il y a un prof de technologie là ? Malheureusement, pas de prof de technologie dans la salle ce mardi. Il aurait pu être embauché dans la foulée. Car l'enseignement catholique a un besoin urgent de professeurs suppléants. Des postes sur lesquels ils sont une cinquantaine à être venus se renseigner. Ils sont salariés, étudiants ou demandeurs d'emploi, d'âge et de profils très variés, tout comme leur motivation à devenir enseignant. J'étais urbaniste et j'ai pris goût au métier de professeur et donc j'aimerais devenir professeur. Et comme je suis âgée, 44 ans, je ne voudrais pas repasser tous les concours de la fonction publique. J'ai 55 ans et je suis demandeur d'emploi depuis 5 ans. En plus, je bénéficie d'une reconnaissance travailleur handicapé. J'ai beaucoup de mal à retrouver un emploi. Or, il se trouve que j'ai 25 ans derrière moi dans la formation, puisque j'ai déjà été professeur de droit notamment. Technologie, allemand, histoire ou bien sciences physiques, les matières en manque de profs sont nombreuses. Pour postuler, les candidats doivent disposer au minimum d'une licence validée dans la matière qu'ils souhaitent enseigner. Mais au-delà de ces compétences, il faut surtout se sentir prêt à endosser le rôle d'enseignant. Je crois que ce qui est intéressant, c'est peut-être de suivre un enseignant, d'aller voir dans une classe comment ça se passe. Parce que ce qu'on vit aujourd'hui dans les classes n'est pas ce qu'on a pu vivre il y a 10 ans. Les élèves ont changé, le métier a changé, le métier a évolué. Et dans le cadre d'une reconversion professionnelle, on encourage les personnes intéressées à aller voir ce qui se passe dans nos établissements. Les candidats peuvent trouver les informations sur les postes à pourvoir sur le site de l'enseignement catholique. D'autres réunions d'information seront organisées dans les semaines à venir. Du rififi à Saint-Mars-sur-Mer, l'installation de toilettes publiques sur l'esplanade qui surplombe la plage de Monsieur Hulot ne plaît pas à tout le monde. Une pétition circule. Le chantier a été bloqué pendant les vacances. Il vient de reprendre. Frédéric Laussan. Monsieur Hulot a les yeux rivés sur l'océan, alors il ne voit pas ce qui se passe dans son dos. Depuis la mi-octobre, des riverains demandent à la mairie de Saint-Nazaire de stopper le chantier. De nouveaux petits coins, ils en veulent, mais pas ici. C'est une demande des associations de Saint-Marc depuis de nombreuses années, mais pas à cet endroit-là. On n'aura plus du tout l'espace pour venir voir le paysage comme on venait le faire avant. On a rédigé une pétition. Les gens signent parce qu'on détériore le site qui est magnifique et qui permet d'être à l'abri du vent et de regarder cette plage superbe. On va se dire encore à Saint-Marc, c'est des nantis à Saint-Marc, c'est des gens qui ont de l'argent, ils ont de belles maisons, etc. Alors ils rouspètent parce qu'ils ne veulent pas. Mais c'est pas ça. On n'est pas contre le fait qu'il y a des besoins naturels et qu'il faut les satisfaire. Mais c'est simplement une question de bon sens. Il fallait les mettre à un endroit où ça peut passer facilement, ou en bas, ou là-bas, ou éventuellement
à la place d'une place de parking, là, c'est évident, quoi. De son côté, la mairie entend aller jusqu'au bout pour livrer les sanisettes avant la fin décembre. Ce projet fait partie d'un très sérieux schéma directeur sanitaire, une sorte de feuille de route des toilettes publiques qui prévoit 11 nouvelles cabines avant 2024. La semaine prochaine, à l'hôtel Radisson Blu de Nantes, une association organise une vente aux enchères de maillots dédicacés. Les fonds seront reversés à l'Institut de cancérologie Gauduchot à Saint-Herblain. Écoutez ce qui a motivé les initiateurs de cette vente. Ma femme s'est battue pendant 1 an et demi et on voulait continuer ce combat. C'est-à-dire que tous les gens qui sont dans l'association, ainsi que la marraine Sarah Michel et donc Fabien, le parrain, sont tous des gens proches de ma femme. Donc on a voulu continuer ce combat pour elle parce que franchement elle a eu un courage et une force incroyable. Moi ça me tient énormément à cœur de contribuer à cette opération et d'utiliser mon réseau pour connecter des maillots. On a collecté beaucoup de choses, quoi. Vous voyez, il y a Mario Balotelli, il y a le maillot d'AG2R la mondiale avec Romain Bardet qui a signé, il y a Karim Benzema qui est là. Ça c'est le ballon de l'équipe de France signé par les 23 joueurs de Didier Deschamps. Quand on regarde au niveau national, une hausse des dépenses de transport importante. Alors, atypique en Loire-Atlantique, puisque depuis 2 ans, on n'a pas d'augmentation des dépenses. Et nous, ce qu'on souhaiterait, c'est un peu développer d'un côté tout ce qui est transport partagé. Et puis aussi, quelque chose qui est méconnu, c'est la possibilité d'utiliser son véhicule personnel et de se faire rembourser plutôt qu'un taxi ou VSL qui est beaucoup plus onéreux. Mais on pense qu'on peut encore dépenser moins. Aujourd'hui, les personnes méconnaissent que quand on utilise son véhicule personnel pour les transports qui peuvent être pris en charge, c'est possible d'être remboursé. Et utilisent plutôt un taxi VSL. Et si je prends un exemple sur un trajet de 16 km, alors que ça va coûter 5 à 6 € avec véhicule personnel, ça va coûter plutôt 34 € avec un taxi ou VSL. Donc on voit des économies. Puis aussi transport partagé, puisque ça diminue de 25% les coûts. Les affichages, on est vraiment touché salle d'attente des médecins, puisque c'est là où se font les prescriptions. Et puis ça nous permet aussi, avec des budgets communication qui sont limités. Et puis c'est utiliser aussi les médias pour communiquer sur, je dirais, un peu ce que je rappellerais, ce geste citoyen qui permet de mieux dépenser. Et aussi, notre enjeu, c'est demain, comment on finance l'innovation médicale. On a de nouveaux médicaments qui arrivent, notamment dans le traitement du cancer, qui sont très onéreux. Et si on peut dépenser moins sur les transports tout en soignant aussi bien pour pouvoir financer cette innovation, je pense qu'on pourra tous s'en féliciter. Aujourd'hui, il y a plein de facteurs qui interviennent. Vous avez des facteurs qui interviennent à la hausse. Par exemple, tout ce qui est développement de l'ambulatoire, c'est-à-dire des séjours plus courts. Donc forcément, la personne sort de l'établissement dans un état de santé qui justifie un transport. A l'inverse, vous avez d'autres facteurs qui normalement devraient réduire. Sur des chimiothérapies, maintenant vous avez des chimiothérapies qui se font à domicile, donc moins de déplacements. On a un autre sujet sur la dialyse, sur les patients dialysés qui ont beaucoup de transport et du coup de temps de transport. Aujourd'hui, il y a des modes de dialyse qui permettent de faire ça soit à domicile, soit dans des centres plus proches de son domicile. Donc c'est comment on travaille là-dessus avec les acteurs pour faire des économies et aussi permettre à ces patients des temps de trajet moins longs, puisqu'on a quand même tendance à beaucoup centraliser sur Nantes.